Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et oui, notre premier invité ce soir, c'était un panier de légumes et de fruits. Car il me semble que cela reflète bien les préoccupations des ménagères en France en ce moment. Les prix des produits frais ne cessent d'augmenter. Voilà qu'on nous annonce maintenant qu'ils subiront une hausse encore plus importante du fait du gel de ces derniers jours. Est-ce bien normal, s'agissant de produits qui ne seront commercialisés que dans plusieurs semaines, voire dans plusieurs mois? Est-il bien normal que le reporter qui a fait pour nous son marché ait payé 62 francs, ce qu'il payait l'année dernière 44 francs? Autant de questions que nous ne sommes pas les seuls à nous poser. Le kilo de carottes à 5 francs 90, les tomates à 10 francs et les haricots verts à 20 francs, rien ne va plus de nouveau sur les marchés en ces lendemains frileux de Pâques. Car il a fait froid, et quand il fait froid, c'est connu, les prix des fruits et des légumes flambent. Et ça risque de s'aggraver encore pendant le week-end. Normalement, s'il aura fait un temps de saison comme l'année dernière, moi je crois qu'on aura eu exactement pareil, mais comme il fait ce temps-là, vous allez voir, c'est surtout les fruits que vers juillet et août, ça va être très cher, comme en 75. Ça s'est déjà produit. Les raisins, tout ça, quand ils vont arriver pour la saison, ça va être très cher, ça je suis sûr. Mais en général, je trouve pas que ça augmente spécialement. Bien sûr, si vous interrogez les gens... J'achète de tout, mais ma bourse est trop petite maintenant. Sur les marchés, c'est donc la grogne des consommateurs. Les fruits et les légumes sont en train de redevenir un luxe que certains déjà ne peuvent plus s'offrir. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais on n'est plus d'accord quand il s'agit de savoir qui est responsable de ces hausses, qui empoche la différence. Mais tout a augmenté, monsieur. Écoutez, même les choux-fleurs, 8 francs un chou-fleur. C'est vrai ou c'est pas vrai, madame? 8 francs un chou-fleur. Le temps, voilà, il a gelé, madame. Hein? Il a gelé. Oui, mais madame, quand même. Ah, mais non, alors vous ne connaissez pas la campagne. Il n'y a absolument rien. Je viens de la campagne, madame. Je suis en Bretagne. Ah ben moi aussi. 15 jours en Bretagne. Ah ben moi aussi. Eh bien, il y a absolument... Les jardins, c'est comme la terre ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est forcé. La demande est plus forte que l'offre. Ah non, parce qu'on Ah va pas si, tellement bien de sûr ça. que si. Il n'y a aucune salade dans les jardins, il n'y a rien du tout. Moi, je trouve que c'est normal que ça augmente. Bien sûr, c'est triste pour le consommateur, mais il n'y en a pas. Mais tout augmente, mais madame, c'est pas le paysan qui gagne. Ah si, quand même, parce qu'il le vend plus cher. Non, c'est pas le paysan. Ah si. C'est les intermédiaires. Mais vous ne revenez pas de la campagne pour dire ces choses-là. Voilà, Monsieur Courtel, vous êtes un petit peu là en position d'accusé. Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs de légumes. Alors, est-il bien normal que cette botte de radis que vous nous avez amenée, qui a l'air superbe, cette botte de radis qui valait 3 francs 95 l'année dernière, vale maintenant 6 francs 80? Je pense que le prix de 6,80 francs est un peu surfait, car actuellement, au marché de Rungis, le prix aussi entre 1,50 franc et 2,50 francs maximum. Je parle du kilo de radis. On a d'autres exemples dans notre panier que nous avons fait. Les endives qui sont passées de 6 francs 85 à 11 francs 20. Tout cela vous paraît-il très normal en un an? C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre dans le contexte de la fin de la sécheresse de l'année dernière et du début d'une année qui aurait dû être normale, mais qui, du fait des gelées de la semaine pascale, va certainement avoir une quinzaine de jours de retard. Je suis certain que dans 15 jours, la situation sera redevenue ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une année normale, et que les ménagères pourront de nouveau venir s'approvisionner chez leurs détaillants avec des prix tout à fait convenables. Mais Monsieur Courtel, la sécheresse il y a 6 mois, le gel aujourd'hui, on se demande si un jour il va cesser de vous arriver des catastrophes, parce qu'à chaque fois vous les répercutez sur vos prix. Non, on ne peut pas dire que le gel c'est une catastrophe, on ne peut pas encore mesurer l'étendue du désastre si désastre il y a, c'était quand même que la semaine dernière. Mais malgré tout, on sent qu'il va y avoir un retard, mais ce retard ne se répercutera certainement pas sur les prix, et les prix vont redevenir normaux d'ici quelques jours. Est-ce que vous ressentez, vous producteurs, ce que nous voyions tout à l'heure dans ce petit film de Jean-Claude Alanic, c'est-à-dire une certaine méfiance maintenant des consommateurs qui en ont assez de ces hausses successives? C'est-à-dire que les consommateurs ont été traumatisés depuis l'année dernière, depuis cette période de sécheresse où on a peut-être amplifié, je vous dis, le désastre. Surtout dans certaines régions qui n'ont pas tellement souffert de la sécheresse, en particulier les régions du Midi. Certaines se sont même plaintes d'avoir trop de pluie. Par contre, dans les régions au nord de la Loire, où vraiment il y a eu de la sécheresse, et en particulier, vous avez parlé tout à l'heure du prix des carottes, en particulier dans la Manche, il y a peut-être eu 20% d'une récolte normale. Il est obligatoire, étant donné que les fruits et légumes sont maintenant les seuls produits soumis à la loi de l'offre et de la demande, il est normal que cette pénurie se répercute sur les prix. Et vous ne mettez en cause aucun intermédiaire, aucun commerçant? Eh bien, c'est difficile de mettre en cause quelqu'un. Pour l'instant, le seul grand responsable, c'est le temps. Bien. Je vous remercie, Monsieur Courtel.
L'enlèvement d'un PDG pas comme les autres, voilà ce qui est arrivé cette nuit à Paris, dans le 16e arrondissement. Monsieur Luchino Revelli Beaumont est le PDG de Fiat France. Il rentrait hier soir chez lui. 4 ou 5 hommes armés de pistolets l'ont enlevé de force. Cela suffit pour inquiéter les services de police français. Car ils se demandent si l'Hexagone ne va pas à son tour être atteint de la gangrène italienne ou argentine. Pas forcément des enlèvements à caractère politique, mais souvent de simples crimes crapuleux, pour l'argent. D'ailleurs, pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas l'air de beaucoup croire à l'existence de ce comité de défense des travailleurs italiens en France, qui, dans un coup de téléphone à Europe 1 ce matin, revendiquait l'attentat, en demandant le versement d'une rançon de 3 millions de francs à verser en vivres et en médicaments aux travailleurs italiens actuellement en chômage en France. Le personnage central de cette affaire, c'est M. Millot, c'est le chauffeur du PDG de Fiat. C'est lui qui a résisté aux agresseurs de M. Revelli Beaumont, c'est lui aussi par qui la lumière pourra peut-être être faite sur cette affaire. Attaqué comme son PDG, le chauffeur a vu les 4 hommes, il les a entendus parler, il peut donc les reconnaître. Ce qui fait de lui le témoin numéro 1 de l'affaire, qui est protégé par la police. Il n'est pas rentré chez lui et a passé la journée à compulser des photos de personnes fichées par la police judiciaire. C'est hier soir, vers 21 h, que le PDG de Fiat France a été pris au piège, un piège bien préparé. Les lieux étaient reconnus depuis plusieurs jours, disent les témoins, et le raffinement des ravisseurs est même allé jusqu'à garder une place de stationnement juste devant l'immeuble à une heure où garer sa voiture est problématique. Tout était étudié et préparé. Hier à 8h15, quand je suis arrivé avec la voiture, j'ai trouvé une place juste devant ma porte. J'ai stationné, j'ai fermé la voiture, j'ai rentré. Quand j'étais en train de stationner la voiture, j'ai remarqué que 2 autres personnes sont arrivées. Ils sont parlé un peu. Je suis rentré à la maison, après j'ai dit à ma femme, tiens, ils sont encore là, les gars de la semaine dernière. Je suis sorti par l'escalier de service, pour ne les pas gêner, comme ça. Ils étaient 4. Et après, il y en a 2 autres ils ont dit au revoir, ils sont partis. Ça me commençait à gêner, parce que toute la semaine, et ça commençait encore. Je dis souvent à ma femme, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé aussi de comprendre la langue, parce que j'ai vu que ce n'était pas des Français. Alors hier, quand je suis rentré, j'ai resté un petit peu comme ça, mais impossible de comprendre qu'est-ce qu'il parlait. Parce qu'il parlait très bas, il vomait tout le temps, il parlait très très bas. Dites-moi, est-ce que c'était des personnes bien habillées, oui, distinguées? Oui, oui, c'est pas des ouvriers, hein, tout en tout cas. C'est avec la cravate, en tout cas. L'enlèvement a été revendiqué par un coup de téléphone qui émanerait du comité de défense des travailleurs italiens en France, que personne ne connaît, ni les policiers, ni les journalistes. Cette organisation fantôme réclame une rançon de 3 millions de francs à verser sous diverses formes aux travailleurs italiens. Ceci ne paraît pas très probant, on sait qu'en semblables circonstances, les téléphones se décrochent facilement. Oui, Gérard Mérigot, vous avez suivi en compagnie de Philippe Gassot tous les développements de cette enquête. Enquête délicate en raison notamment de la personnalité de M. Revelli Beaumont. Oui, c'est ça qui est troublant, c'est ça qui trouble en fait un peu les enquêteurs, c'est que M. Revelli Beaumont n'est pas tout d'abord le véritable PDG de Fiat France. Il est mieux que ça tout en n'étant pas vraiment le PDG, c'est-à-dire qu'il est délégué général de Fiat France, mais délégué par Turin, c'est-à-dire par Giovanni Agnelli lui-même. Il est son bras droit en quelque sorte. C'est lui qui est allé négocier au Brésil l'installation de Fiat au Brésil. C'est lui qui a installé Fiat en Argentine. Il est toujours membre du conseil d'administration. Et en France, il a, si vous voulez, comme rôle, un rôle politique, un rôle économique. C'est en fait l'ambassadeur du groupe Fiat en France. Et c'est en plus un ami de M. Agnelli. Tout à fait, c'est même lui qui a préparé le voyage au début d'année de M. Agnelli en France, qui a été reçu à cette occasion par Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez Fiat, le rôle important. Une entreprise décidément bien malmenée. Malmenée parce qu'une entreprise énorme. Quand je vous disais que c'était un empire, je veux dire, il y a des chiffres qui sont assez éloquents. Fiat, c'est en 1976 9 000 milliards de lire de chiffre d'affaires, c'est colossal. 358 000 personnes y sont employées et l'automobile ne représente que 40% seulement de ce chiffre d'affaires, le reste étant occupé par le véhicule industriel, les tracteurs agricoles, l'énergie nucléaire, matériel ferroviaire, aviation. Et 2 enlèvements en 5 ans, le dernier remontait à l'Argentine. C'est ça, 1972, M. Salustro, qui était lui PDG de Fiat Argentine, qui avait été assassiné au moment où les policiers voulaient le libérer, assassiné par les Tupamaros. Oui, cette psychose de l'enlèvement, les Italiens la connaissent bien. Journellement, un bijoutier, un industriel, un grand médecin sont enlevés par des inconnus, rarement retrouvés, et la rançon est presque toujours payée.
Il est de plus en plus rare que l'épilogue soit dramatique. Bref, l'Italie s'est habituée à ce racket. J'ai encore téléphoné cet après-midi à Turin à la direction de Fiat, mais on se refuse toujours de faire le moindre commentaire. Ce refus s'explique. En Italie, on n'a jamais entendu parler de ce comité de défense des travailleurs italiens qui a revendiqué l'enlèvement. L'existence même de ce comité paraît plutôt surprenante, puisque l'émigration des Italiens vers la France a pratiquement cessé. Les Siciliens, les Calabrais continuent d'émigrer, mais plutôt vers l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse. En Italie, on connaît les Naples, les Brigades Rouges, la mafia, toutes ces organisations plus ou moins politiques, plus ou moins criminelles, qui, à l'heure actuelle, effectuent en moyenne 2 enlèvements par semaine. Entre 1970 et 1976, en Italie, il y a eu 250 enlèvements. Maintenant, pour en revenir à l'enlèvement du PDG de Fiat France, à Rome, on pencherait plutôt pour la thèse de l'enlèvement plutôt politique qui serait le fait de contestataires marginaux d'extrême gauche, dans le style de ce qui s'était passé à Rome l'année dernière. On avait enlevé un boucher et la rançon était vente de viande à prix réduit dans toutes les boucheries. Le boucher a été retrouvé et libéré. Guernica. Guernica, c'était il y a 40 ans. L'un des massacres les plus sauvages de la guerre d'Espagne. L'un de ceux qui avait ému tout l'Occident, surtout depuis que Picasso l'a porté sur une toile. Et à 10 jours du 40e anniversaire du bombardement, les habitants de la bourgade aimeraient bien que le tableau leur revienne. C'était l'une des promesses de Picasso, qui s'était simplement refusé à le faire tant que les conditions démocratiques de l'Espagne ne répondaient pas à ses exigences. Aujourd'hui, Picasso est mort, Franco aussi, le PC est légalisé. Alors, faut-il rendre le tableau actuellement à Guernica? Guernica, en plein cœur du Pays basque espagnol, la véritable patrie de ce peuple rude et farouche. Guernica sur lequel devait s'abattre la mort le 26 avril 1937. Par vagues de 3, ils arrivaient. Les uns larguant des bombes, les autres mitraillant tous les gens qui essayaient de se réfugier, de s'échapper avec tout leur bétail, leurs vaches et tout. Et puis il y avait des morts partout sur les routes. Ils sont arrivés à 4h10 et jusqu'à 8h, ils ont largué leurs bombes. Et vous savez qu'un grand peintre, Picasso, a tiré un tableau de ce bombardement. Ah oui, je sais. Mais il faut que le tableau revienne ici. Parce que c'est un souvenir et puis parce qu'il nous manque. Tout le monde la réclame ici, cette toile de Picasso. On la trouve en réplique dans les bars, les restaurants et les marchands de tableaux, bien sûr, à côté d'autres œuvres de peintres inconnus représentant le bombardement. Alors dans cette ville où tout a été reconstruit, remodelé, où le combat politique pour l'Euskadi, pour l'autonomie de la province basque est partout présent, les 15 000 habitants de Guernica ont constitué une commission pour le 40e anniversaire du bombardement. Une commission qui est formée des principales forces politiques de la région et qui demande le retour de la toile. Nous, on pense que le peuple de Guernica a un droit légitime pour avoir la toile de Picasso. Bien, mais vous savez que Picasso a demandé un certain nombre de conditions pour que cette toile soit restituée à l'Espagne, entre autres que les libertés démocratiques soient réunies en Espagne. Il paraît qu'il y a une contradiction entre ça que nous on demande, c'est-à-dire le cadre de Picasso et les libertés démocratiques. Ils ne sont pas arrivés à l'Espagne. Mais pour nous, on est conscients de que peut-être la veuve de Picasso, ou pour la veuve de Picasso, ces conditions démocratiques, ils sont arrivées. Le 26 avril, pour la commémoration de ce 40e anniversaire, ils espèrent tous à Guernica que le tableau sera là. Reste à savoir si le distinguo qu'ils établissent sera compris. Il est tout à l'appréciation des héritiers de Picasso. Roland Dumas, c'est pour cela que vous êtes là, pas tant l'avocate de Picasso, vous êtes encore l'avocat de sa veuve, mais vous êtes surtout le détenteur d'une promesse, d'une mission que vous a confiée Pablo Picasso. C'est exact, je suis détenteur surtout d'un document. C'est en effet en octobre 1969 que Picasso m'a appelé en urgence auprès de lui
parce que le gouvernement espagnol du général Franco s'était manifesté à l'époque et avait demandé le retour déjà de Guernica. Picasso m'a fait venir en me demandant de mettre par écrit ses volontés, ce qu'il a fait. Et il a écrit et signé cette phrase « Guernica appartient à la République espagnole ». Et il a ajouté « Dumas, vous veillerez à ce que le tableau ne rentre que lorsque la liberté reviendra en Espagne ». Alors c'est donc vous qui êtes aujourd'hui le seul juge. Comment jugez-vous les choses ? On vous l'a dit, effectivement, le PC est légalisé. Il y a un certain retour de conditions démocratiques. Est-ce que c'est pas le moment de faire revenir ce tableau en Espagne? Tout cela est exact. On ne peut pas nier l'évolution qui se produit en Espagne. Les derniers événements confirment cette évolution. Cependant, je considère, et d'autres amis considèrent aussi, que l'évolution n'est pas complète. Il y a encore des détenus politiques. L'amnistie n'est pas totale. Les élections n'ont pas eu lieu. Il faut donc s'assurer d'abord que les institutions fonctionneront et qu'elles fonctionneront bien sur une base démocratique, c'est-à-dire que les libertés publiques soient effectives. Vous donnez combien de temps, un délai de combien de temps? Il faut d'abord laisser passer les élections, mettre les institutions en place, voir comment elles fonctionnent. Quand on a posé la question à Picasso, elle a été posée par moi, elle a été posée aussi par M. Rubin, qui est directeur du Musée d'Art moderne de New York, que j'ai rencontré la semaine dernière avant de faire un communiqué commun, à savoir s'il faudrait ramener tout de suite Guernica. Picasso a dit non, il faudra attendre quelque temps. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Guernica ne devrait rentrer en Espagne que lorsque la pacification dans les esprits et dans les cœurs sera faite. Je ne m'exposerai pas, moi, à une sortie en catastrophe de Guernica s'il y avait un coup de force qui se produise en sens inverse et que les institutions démocratiques soient bouleversées. Attendre la République, donc, la fin de Juan Carlos, la fin de la République, la monarchie constitutionnelle peut-être, les libertés démocratiques, dirais, oui. Et puis attendre aussi que l'on puisse emballer ce tableau qui est une fresque qui mesure 8 mètres sur 3 mètres, le préparer. Il y a 6 mois de préparation technique. Imaginez en votre âme et conscience que la décision soit positive pour vous, que vous décidiez de le faire. Est-ce qu'à votre avis les Américains laisseraient partir ce superbe tableau? C'est l'objet de notre entretien de la semaine dernière et du communiqué que nous publions et de la lettre qu'ils m'envoient. Il n'y aura pas de difficulté avec le Musée d'Art moderne de New York. Ils m'ont confirmé qu'ils se considéraient comme le dépositaire et le gardien du tableau jusqu'à ce que la décision soit prise du retour. Et ils sont fidèles en cela à la mission que leur avait confiée Picasso, qui les avait vus en même temps que moi. Picasso avait lui-même demandé en 1939, par une étrange coïncidence, en septembre 1939, au moment où la guerre se déclarait, que le Musée d'Art moderne accepte de conserver le tableau, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Merci Roland Dumas. Quand vous jugerez le moment opportun, vous viendrez nous donner votre décision définitive. La réforme de la sécurité sociale est loin de plaire à tout le monde. Elle suscite d'assez vives réactions syndicales. En ce moment même, la CGT et la CFDT sont réunies pour préparer une grande riposte aux mesures gouvernementales. Un comité d'idées 25, syndicats et associations, proteste contre ce qu'il appelle les atteintes portées au pouvoir d'achat des travailleurs. Et le radical de gauche, Robert Fabre, qui connaît bien le problème puisqu'il est lui-même pharmacien, a exprimé son hostilité aux mesures gouvernementales. Pourtant, le problème n'est pas spécifique à la France. Les Allemands, eux aussi, viennent de faire les frais d'économie draconienne décidés par le gouvernement. Et là-bas, ce sont surtout les médecins qui se sont rebellés. Ils ne veulent pas voir le revenu entamé et jugent leur exercice de la médecine menacé dans sa liberté. En Allemagne, les caisses d'assurance maladie sont submergées sous les frais médicaux et pharmaceutiques. En ce moment, les Allemands dépensent 27 fois plus pour leur santé qu'en 1950. Cette facture santé est à présent impayable par l'économie allemande. Le gouvernement s'est donc décidé d'agir pour freiner l'avalanche. Premier visé, les médecins allemands. L'assainissement de l'assurance maladie demande que les médecins ne peuvent pas librement se servir. On demande par exemple aussi que les prix des médicaments doivent rester dans des limites raisonnables. D'après les statistiques non contestées d'ailleurs, en moyenne, un médecin pratiquant gagne dans les 190 000 marks. En argent français, ce serait à peu près le double annuellement. Le corps médical se reconnaît en effet une situation matérielle privilégiée dans la société allemande. De façon conditionnelle, on se montre donc prêt à certains sacrifices. Nous sommes tous d'accord du fait qu'il faut faire des économies. À mon avis, on devrait commencer ces restrictions ou ces économies au niveau de la consommation des médicaments.
Mais pour faire cela, nous n'avons pas besoin d'institutions gouvernementales et d'ailleurs, il n'y en a jamais été question. Contrôle de la consommation des médicaments. La phrase est prononcée. Elle frappe de plein fouet une industrie pharmaceutique qui devra apprendre que 20 000 médicaments pour 200 maladies répertoriées, c'est trop, beaucoup trop. Surtout dans un pays où des quantités inouïes de somnifères et autres tranquillisants sont vendus chaque année. Il reste encore 2 ans aux médecins pour trouver de concert avec les caisses d'assurance maladie le chemin d'une croissance raisonnable et supportable des frais de santé. Si cette autogestion libérale de la médecine devait encore déboucher sur une faillite, il ne fait pas de doute que l'État de Bonn appliquerait des mesures dirigistes. Les médecins seraient en liberté surveillée, les fonctionnaires feraient la loi. Ce titre du nouveau journal qui mériterait un plus long développement, c'est une enquête par sondage de l'INSEE. Les chefs d'entreprise se décideraient enfin à investir, ils seraient beaucoup moins réticents. C'est un petit peu une illustration de la conversation que nous avions eue avec François Sérac et le CNPF, qui semble donc davantage confiant encore dans le plan Barre. Social toujours, en bref, journée ville morte cet après-midi à Thionville pour protester contre les suppressions d'emplois décidées par Usinor. Entre 15h et 17h, vous le voyez, la plupart des rideaux et des boutiques se sont baissés. Par ailleurs, 10 à 15 000 personnes ont manifesté donc dans les rues de la ville de Thionville. L'ébullition des dockers, nouvelle grève de 24 heures décidée pour samedi. Force ouvrière et la politique contractuelle, nous ne signerons pas n'importe quoi, répète aujourd'hui André Bergeron, qui va tenter de nouvelles démarches auprès des pouvoirs publics. Enfin, Edmond Maire, chez le ministre du Travail, constat décevant, a dit le secrétaire général de la CFDT, c'est une rencontre totalement négative. L'ambassadeur du RSS à l'Elysée, M. Tchervonenko, s'est entretenu pendant 3 quarts d'heure avec Valéry Giscard d'Estaing. Il a confirmé la prochaine visite de Léonid Brejnev en France, fin juin, début juillet, sans plus de précision. Et puis, bien sûr, les 2 hommes ont évoqué les événements du Zaïre. Donc, dans un instant, la sortie de M. Tchervonenko de l'Elysée. Bon, je crois que le film n'est pas prêt pour l'instant. Je crois qu'il faut aussi dire que Valéry Giscard d'Estaing avait eu une journée chargée. Ce matin, il s'était rendu aux obsèques de l'un de ses amis dans le Puy-de-Dôme. M. Joseph Ball était maire de la commune d'Aurières. Et puis cet après-midi, il recevait Edgar Faure, le président de l'Assemblée nationale, avant de partir pour Rambouillet. Rambouillet où pendant 2 jours, le gouvernement va se réunir en séminaire. Le premier jour, les ministres tout seuls. Le deuxième jour, les ministres plus les secrétaires d'État. Gageons qu'au moment de l'élaboration du plan de 12 mois annoncé par le chef de l'État, on évoquera la question européenne et l'attitude des gaullistes à son égard. Ce ne sera pas très facile si l'on en juge par les réticences de Maurice Couve de Murville, qui veut que l'on s'entoure d'un certain nombre de garanties. C'est un coup de ce qu'il a dit tout à l'heure à Daniel Brenne. Il s'agit dans le fond de respecter la souveraineté et l'indivisibilité de notre pays, des autres aussi bien sûr, et il s'agit d'autre part que cette Assemblée ne déborde pas, c'est-à-dire que rien ne puisse lui être attribué comme compétence et comme pouvoir en plus que par accord intergouvernemental qui éventuellement demanderait en France une modification de la Constitution. Est-ce que vous pensez que ce texte, enfin ce projet, est une réformette ? Vous savez, moi je ne suis pas pour les néologistes, jadis on parlait des bombinettes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je peux vous répondre, c'est que si la réforme se fait dans les conditions que je viens de vous préciser, il n'en résulterait pas de changement fondamental dans les affaires européennes. Si vous n'obtenez pas les garanties, est-ce que le RPR irait jusqu'à voter contre le texte, même s'il y a une censure? Écoutez, nous verrons le moment venu. Ce que je peux vous dire, c'est que s'il n'y a pas de garantie, moi,
je ne serai pas enclin à voter le texte, c'est-à-dire que je voterai contre. Le RPR, c'est une autre affaire, nous n'avons pas pris position encore entre nous, nous avons le temps de le faire puisque, encore une fois, nous sommes à 1 mois et demi de la discussion. La journée de l'arbre, c'est pour samedi, et nous avons voulu nous associer à Antenne 2 à cet hommage à la forêt française. D'abord dans notre magazine, du samedi à 12h30, mais aussi par ce reportage que vous allez voir. Nous avons été choqués, comme sans doute beaucoup d'entre vous, par cette prolifération de poteaux métalliques qui remplacent désormais les anciens poteaux en bois des PTT. Dans un pays où l'on nous dit que la forêt se porte bien avec ses 14 millions d'hectares, n'y avait-il pas un moyen d'utiliser davantage les arbres en faisant par exemple des poteaux? Tout cela relève de la pure logique, mais ce n'est pas tout à fait le monde que Patricia Charnelet a rencontré quand elle a commencé à explorer le problème. Venise à ses gondoles, les tziganes, leur musique, et moi, qu'est-ce que j'ai? Que voit donc l'étranger quand il arrive ici? Nous autres, c'est les poteaux, poteaux de téléphone. Il y en a 4 dans ma cour, puis c'est une toute petite cour, 2000 le long de ma rue, qui est une toute petite rue. 14 millions sur l'île, une île parmi bien d'autres. En 1977, 2,5 millions de poteaux de téléphone seront plantés en France. 1 million en bois, 1,5 million en métal. Or, ces poteaux métalliques en acier galvanisé ne sont pas réservés aux seules villes. Ils sont plantés en rase campagne, en pleine forêt, dans les zones rurales où ils rompent l'harmonie du paysage et ils provoquent l'indignation des habitants. Un exemple, dans la région du Perche, on en plante 100 par jour et les maires des petites communes ne sont pas contents. Ça ponctue le paysage de lignes blanches extrêmement désagréables. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors, auprès de l'administration des PTT, nous avons attiré leur attention sur la nécessité de respecter au moins la loi en ce qui concerne la protection des abords des monuments historiques et dans les sites classés et inscrits. Il est très vraisemblable que le poteau métallique dure beaucoup moins longtemps que le poteau bois qui dure, paraît-il, entre 30 et 40 ans. D'ailleurs, nous avions déjà parlé de ce point de vue-là dans une réunion à Mortagne, et il avait été dit que les régions boisées n'auraient pas de poteaux métalliques. Ils en ont mis parce qu'ils ne disposaient pas suffisamment de poteaux bois. C'est ça la raison. Erreur de livraison, sans doute. Plus grave encore, les consignes qui n'ont pas été appliquées. Aymar Achilfould, lorsqu'il était secrétaire d'État au PTT, avait donné des instructions pour que le bois soit systématiquement préféré au métal dans les campagnes. Jacques Chirac, lui, avait déclaré que l'utilisation des poteaux métalliques était la preuve d'un mépris total pour l'environnement. 3 entreprises en France fabriquent ces poteaux métalliques. Le plus gros producteur, Daniel Petitjean, a 3. Chaque jour, 4000 poteaux métalliques sortent de ces ateliers. Monsieur Petitjean, je trouve que vos poteaux défigurent la campagne française. C'est un point de vue qui n'engage que vous, madame. Tout d'abord, je vous dirais qu'il est plus droit. Il est plus fin que le poteau bois. Et d'autre part, quand il est installé depuis 6 mois, voire 1 an, il prend une teinte qui lui permet de se confondre avec le ciel. On dit aussi, monsieur Petitjean, que votre poteau métallique est plus cher, beaucoup plus cher qu'un poteau de bois. Oui, bien sûr, il est nettement plus cher si on compare le prix d'un poteau métallique par rapport au prix d'un poteau bois. Seulement, ce qui intéresse les PTT, c'est le prix de revient kilométrique de la ligne installée. Le prix de revient kilométrique de la ligne installée sur poteau métal est nettement moins élevé du fait que, déjà, je prendrai pour exemple que nous plantons 6 poteaux métalliques contre 10 poteaux bois. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, nous sommes obligés de l'utiliser. Car il est prouvé que la forêt française n'est pas capable actuellement de fournir les quantités de poteaux téléphones nécessaires, raison pour laquelle on a recours au métal. Au ministère de l'Agriculture, on s'étonne que les 14 millions d'hectares de la forêt française ne puissent répondre aux besoins des PTT. C'est un problème de choix et de politique industrielle. Il est vrai que les entreprises qui transforment les arbres en poteaux n'ont pas actuellement les capacités d'accroître leur production. Mais il est vrai aussi qu'en termes d'économie, la fabrication d'un poteau métal consomme 50 fois plus d'énergie que celle d'un poteau bois. Nous souhaitons fournir le téléphone dans les zones rurales dans des délais très courts. Nous venons d'ailleurs tout récemment encore de lancer un appel d'offres pour la fourniture de poteaux bois
destiné à couvrir nos besoins en 1977 et 1978, et nous n'avons pas reçu les réponses que nous espérions, c'est-à-dire que les quantités que nous avons demandées ne seront pas entièrement couvertes. Nous sommes donc astreints à trouver une autre solution, et cette solution, c'est le poteau métallique. Mon Dieu, dit l'étranger, qu'est-ce que vous attendez pour les enfouir sous terre, vos maudits fils de feu, 1 million par verglas, un mort par-ci par-là, bien sûr on sait tout ça, dit l'homme du téléphone. Mais ce que vous savez pas, je vais vous le dire moi, nos patrons vivent quelque part aux États là. Ça fait 20 ans qu'on essaie de les rejoindre, et en plus ils ont pas le téléphone. Je crois que Félix Leclerc pose bien la question, et si on les enterrait? Sport, Walter Planckaert vient de remporter le Tour de Belgique, c'est de cyclisme qu'il s'agit bien sûr. Football, on connaît maintenant la liste des 8 équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale. Hier soir, un club de division 2, Lorient, et 7 clubs de première division, Reims, Lens, Sochaux, Saint-Étienne, Nice, Nîmes et Nantes. Nantes qui caracole en tête du championnat, mais qui hier soir à Strasbourg a bien failli frôler l'élimination. On savait que l'Alsace avait une bonne équipe, mais on ne pensait pas tout de même que les Bleus de Strasbourg allaient donner la leçon aux Nantais hier soir. Battus 2-0 au match aller, les Alsaciens vont très vite refaire leur retard. D'abord par Wagner qui profite d'une hésitation générale de la défense nantaise. Revoici le premier but, Rio, Bargas, Bertrand de Man ne sont pas exempts de reproches. Ensuite par Specht sur un coup franc remarquable du Yougoslave Ozim. 2-0, tout est à refaire, Strasbourg a remis la pendule à l'heure. En seconde période, les Strasbourgeois vont faire trembler les Nantais pendant 4 minutes. Tanter porte l'avance des Bleus à 3-0. À ce moment, Nantes est éliminé. Mais 4 minutes plus tard, Baron Kelly, le Nantais, obtient le point précieux, le but de la qualification. Le voici de nouveau au ralenti, ce but qui compte double. Nantes est battu 3-0 par Strasbourg, mais est tout de même qualifié. C'est le paradoxe de la Coupe de France. Voilà le temps pour terminer, car nous ne sommes pas en avance. Un temps frais demain matin avec toujours quelques gelées matinales, mais le ciel sera le plus souvent dégagé. L'après-midi, un petit peu plus de nuages, mais très peu d'averses, uniquement sur le nord, le nord-est, le massif central, vous le voyez, et puis la Savoie. Voilà, ce journal est tout à fait terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Dans quelques instants, le retour de Guy Lux. Et pour ce qui nous concerne, un dernier rendez-vous avec l'actualité vers 23h30 avec Hélène Vida. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir.